24 mars 1969, 4 heures du matin. À Boma, une ville portuaire au bord du fleuve Congo, un homme meurt seul dans une maison surveillée par des soldats. Cet homme avait proclamé l'indépendance du Congo 9 ans plus tôt. Il avait serré la main de Eisenhower, il avait tenu tête aux Belges, aux Américains, aux généraux. Aujourd'hui, il est mort, sans médecin, sans autopsie, sans témoin, indépendant. La version officielle dit hémorragie cérébrale. Ses enfants, eux, ont refusé de serrer la main à l'homme qui est venu aux funérailles. Cet homme, c'était Mobutu. Voici ce que les documents, les témoignages et les archives déclassifiées révèlent vraiment sur la mort du premier président de la République démocratique du Congo. Joseph Kassa-Vubu a été le premier à réclamer des droits pour son peuple dans une colonie belge où c'était un acte dangereux. Il a proclamé l'indépendance, il a gouverné 5 ans, il a fait et défait des premiers ministres, dont un certain Patrice Lumumba, et puis un général qu'il avait lui-même propulsé au pouvoir, l'a enfermé dans une maison et a attendu qu'il meure. 55 ans plus tard, aucune autopsie n'a jamais été rendue publique. Aucun document CIA couvrant sa mort n'a été déclassifié. Et la plupart des Africains ne savent même plus qui il était. C'est ça l'histoire de Kasa-Vubu. Une vie effacée par l'homme qui l'a créée. Dans cette vidéo, on ne va pas te raconter une légende. On va te montrer ce que les sources primaires disent, les documents CIA déclassifiés, les témoignages filmés, les archives diplomatiques, et ce qu'une fille a osé dire publiquement en 1992 devant tout le Congo, provoquant la colère de Mobutu en personne. Ce que tu vas entendre n'est pas une théorie du complot, c'est une accumulation de faits documentés, de contradictions officielles et de silences trop bien organisés pour être innocents. Là où les preuves manquent, on te le dit. Là où elles parlent, on les laisse parler. Kigoma, 1915. Kasa-Vubu naît dans le Bas-Congo, dans une famille Congo modeste. Son peuple, le peuple Bas-Congo, a une histoire de royauté et de résistance qui précède la colonisation belge de plusieurs siècles. Les Belges le repèrent tôt, intelligent, discipliné. Ils lui financent des études catholiques. En 1942, il entre dans l'administration coloniale à Léopoldville, l'un des rarissimes Congolais à tenir un tel poste. Bon, mais voilà ce qu'on ne te raconte pas dans les manuels. Dès 1947, 5 ans avant que la plupart de ses contemporains osent même murmurer le mot indépendance, Kasa-Vubu réclame publiquement des droits pour son peuple. Le Congo est encore une propriété privée de la Belgique. Réclamer des droits, c'est un acte de courage qui peut te coûter ta liberté. Il le fait quand même, en silence, méthodiquement. C'est son style. L'Abaco et le peuple. En 1955, il prend la tête de l'Abaco, l'Alliance des Bas-Congo, et en fait, le premier mouvement politique de masse au Congo belge. Décembre 1957, l'Abaco remporte les élections communales à Léopoldville. Première victoire électorale d'un mouvement africain dans toute l'histoire coloniale belge. Les Belges ne dorment plus. Janvier 1959, des émeutes éclatent à Léopoldville. Kasa-Vubu est arrêté. Sa fille aînée, Marie-Rose, adolescente, assiste à l'arrestation de son père. Elle n'oubliera jamais. Et toi, retiens ce prénom, Marie-Rose. On va y revenir. Parce que 50 ans plus tard, c'est elle qui va tout dire. 30 juin 1960, le jour de gloire, l'indépendance. Kasa-Vubu devient le premier président de la République du Congo. Le roi des Belges est dans la salle. Lumumba prononce un discours qui va faire le tour du monde et Kasa-Vubu, lui, serre des mains, souriant, mesuré, stratège. 2 hommes au sommet, 2 visions, 2 tempéraments. Lumumba, le feu, Kasa-Vubu, la glace. Ça ne pouvait pas durer. Septembre 1960. Le premier couteau dans le dos. 5 septembre 1960. Kasa-Vubu, Limoges, Lumumba. La version officielle dit « Décision souveraine du président face à l'instabilité politique ». Les documents déclassifiés disent autre chose. 4 jours avant ce limogeage, la CIA avait autorisé des paiements directs à Kasa-Vubu. 4 jours. C'est pas une coïncidence, c'est un calendrier. L'homme qui paraissait agir seul était au moins partiellement en train d'exécuter une décision américaine. Et c'est là que Kasa-Vubu commet l'erreur qui va sceller sa propre fin. Il fait confiance à un jeune général qu'il a lui-même propulsé à la tête de l'armée. Ce général,
s'appelle Joseph Désiré Mobutu. Il a 29 ans. 14 septembre 1960, Mobutu entre en scène. Mobutu annonce publiquement qu'il suspend le Parlement et la Constitution. Il limoge Lumumba, mais maintient Kasa-Vubu. Pourquoi garder Kasa-Vubu? Parce que Mobutu n'est pas encore prêt. Il a besoin d'une façade légale. Kasa-Vubu est le président légitime. Il donne à Mobutu une couverture juridique et Kasa-Vubu, lui, croit encore qu'il contrôle la situation. Il ne contrôle rien. 17 janvier 1960 et la tâche qui ne part pas. Lumumba est exécuté au Katanga avec la complicité de Mobutu, avec la complicité des Belges, avec le silence de Washington. La commission parlementaire belge de 2001, après 40 ans d'enquête, établit que Kasa-Vubu avait lui-même autorisé le transfert de Lumumba vers le Katanga, co-responsable ou, au minimum, complice par inaction. C'est le moment où Kasa-Vubu perd sa légitimité morale sans même s'en rendre compte. Et c'est aussi le moment où il devient dangereux pour ceux qui ont organisé la mort de Lumumba. Parce qu'il sait. Il a tout vu. Il connaît les noms, les dates, les mécanismes. Un homme qui sait tout est toujours encombrant. 1960, 1965, 5 ans de pouvoir réel. Pendant 5 ans, Kasa-Vubu gouverne. Laborieusement, dans un pays en guerre civile, avec des sécessionnistes au Katanga, des rébellions à l'Est et des ingérences permanentes des Américains et des Belges. Le professeur Van Bilsen, l'un des rares Européens réellement admis dans son intimité, le décrit ainsi. Un homme taiseux, attaché aux principes, courageux et timoré à la fois, fermé à ceux qui n'appartiennent pas à son cercle d'intimes. Courageux et timoré à la fois. Cette contradiction va le tuer. 24 novembre 1965. La nuit où tout s'effondre. Mobutu organise son coup d'État lors d'une réunion militaire. Les lignes téléphoniques de Léopoldville sont coupées une par une. C'est Marie-Rose, la fille aînée, qui court prévenir ses parents. C'est elle qui annonce à son père que Mobutu a pris le pouvoir. Kasa-Vubu reçoit sa lettre de destitution. Il ne résiste pas. Pourquoi? Selon sa propre famille, pour éviter un bain de sang. Il choisit sa vie et la vie de son peuple contre son pouvoir. C'est peu être vrai. Ou peut être qu'un homme de 50 ans, seul, sans armée loyale, face à un général soutenu par la CIA, n'avait simplement pas le choix. Kisundi, Boma la cage dorée, novembre 1965, Kasa-Vubu est assigné à résidence à Kisundi, près de Boma. C'est là que commence la période la moins documentée de toute son histoire. 3 ans et demi. Aucun journaliste n'entre. Aucun diplomate ne le visite. Aucune correspondance ne filtre. Un homme qui a gouverné 20 millions de personnes disparaît derrière un cordon de soldats de Mobutu. Et personne, dans la presse internationale, ne pose de questions. Fin 1968, la demande qui dit tout. Fin 1968, Kasa-Vubu est malade, gravement malade. Il demande l'autorisation de quitter le pays pour se faire soigner à l'étranger. Mobutu refuse le visa. Laisse ça reposer une seconde. Le premier président de votre pays, un homme de 53 ans, malade, demande à aller voir un médecin. Et le gouvernement lui refuse le droit de partir. C'est pas de la négligence. C'est une décision politique. Mobutu a choisi de ne pas laisser Kasa-Vubu se soigner. Il y a un mot pour ça. La nuit du 24 mars 1969. 4 heures du matin. Kasa-Vubu meurt à Boma. 4 heures du matin. Avant de mourir, il appelle l'évêque local, Mésorère Ndoudi, à son chevet. Ces dernières paroles, rapportées par l'évêque, Monseigneur dit aux autorités de veiller à la sauvegarde de l'unité nationale et de préserver l'indépendance nationale. Il parle politique jusqu'à son dernier souffle. Conscient, lucide, ce détail est capital. Une hémorragie cérébrale, la cause officielle, provoque généralement une perte de conscience soudaine, une incapacité à parler, un coma progressif. Un homme qui prononce une phrase longue et articulée à quelques instants de sa mort, ce n'est pas le tableau clinique d'une hémorragie cérébrale foudroyante. Mais il n'y a pas eu d'autopsie. Ou du moins, aucune autopsie dont les résultats ont été rendus publics. 55 ans plus tard, toujours rien. La version familiale, les sources congolaises indépendantes et les témoignages de la famille sont unanimes, empoisonnement délibéré ou à tout le moins mort, organisé par abandon médical. Quelques semaines après le décès, Mobutu se rend à Singini pour les condoléances officielles. Les enfants de Kasa-Vubu refusent de lui serrer la main devant tout le monde. Dans la culture congolaise, c'est un acte d'une violence symbolique extrême. C'est dire publiquement
Nous savons ce que tu as fait. Mobutu comprend le message. Il ne dit rien. 26 mars 1969. Les funérailles de l'hypocrisie. 2 jours après la mort, Mobutu organise des funérailles nationales grandioses à Kinshasa. Des dizaines de milliers de Congolais dans les rues, l'une des plus grandes foules jamais vues dans la capitale. Le même Mobutu qui a refusé à cet homme un visa médical lui offre maintenant un cercueil d'État. Les archives filmées de British Pathé montrent le cortège, la foule, les larmes, les soldats en uniforme, la messe à Sainte-Marie. Un peuple qui pleure un père que son successeur a laissé mourir. L'ironie est trop visible pour être involontaire. Mobutu avait besoin de ces funérailles pour fermer le dossier, pour montrer qu'il respectait son prédécesseur, pour que personne ne pose de questions. Ça a marché. Pendant 50 ans, la purge qui suit ce qu'on ne t'a jamais dit. Dans les semaines qui suivent le décès, Mobutu élimine les proches de Kasavubu. Le bourgmestre Mbuzi de Matadi est retrouvé noyé dans la rivière Mpozo, une corde et une pierre attachées au corps. Raymond Bikebi, l'idéologue principal du parti de Kasavubu, est jeté vivant dans l'enclos au léopard du zoo présidentiel de Mont Ngaliema. Ces faits sont rapportés par des sources congolaises indépendantes. Ils ne font l'objet d'aucun démenti officiel. Ils n'ont jamais été couverts par la presse internationale. Réfléchis à ce que cette purge signifie. On n'élimine pas les partisans d'un homme mort de maladie naturelle, on élimine les témoins, on élimine ceux qui savent, ceux qui parlent, ceux qui pourraient un jour dire ce qui s'est vraiment passé à Kisundi entre 1965 et 1969. Cette purge est la signature de quelqu'un qui a quelque chose à cacher. La CIA et le silence de 1969. Les documents CIA déclassifiés sur le Congo sont nombreux. Ils couvrent les années 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968. Le budget total approuvé par la CIA pour ces opérations clandestines au Congo entre 1960 et 1968 s'élevait à environ 11,7 millions de dollars. Mobutu était décrit dans ses documents internes comme notre seule ancre au vent et le meilleur homme pour agir comme régulateur entre les leaders politiques concurrents, une agence qui suivait chaque mouvement de chaque homme politique congolais depuis 10 ans. Et pour mars 1969, pour la mort du premier président, pas un seul document déclassifié, pas un câble diplomatique, pas un mémo, pas un rapport. Zéro. Est-ce que la CIA a soudainement arrêté de surveiller le Congo en mars 1969 ? Ou est-ce que ces documents existent mais restent classifiés ? Les volumes du State Department couvrant 1966 à 1970 sont eux aussi partiellement classifiés à ce jour. Quand une agence de renseignement qui documente tout garde le silence sur un événement précis, ce silence est lui-même un document.